En 2006, un homme du nom d'Antoine Garnier découvre dans la cave d'une vieille maison qu'il vient d'acheter à Chartres une enveloppe jaunie contenant 23 photographies. Ces images montrent un couple d'âge mûr dans différents endroits de la ville. Au dos de chaque photo, une date est inscrite à l'encre bleue. Le problème, ces dates correspondent à une période où ce couple était officiellement porté disparu. Henri et Marguerite Lavallée ont disparu de leur domicile en octobre 1979, laissant derrière eux une maison intacte, un repas à moitié préparé sur la cuisinière et aucune explication. Pendant 27 ans, leur disparition est restée un mystère complet. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace de leur passage n'a jamais été détectée. Mais ces photographies, cachées dans une cave à quelques rues seulement de leur ancienne maison, racontent une histoire différente. Une histoire qui va forcer la police à rouvrir un dossier qu'elle croyait définitivement classé. Comment un couple peut-il disparaître sans laisser de traces et pourtant être photographié après sa disparition? Et surtout, qui a pris ces photos et pourquoi les a-t-on cachées pendant toutes ces années? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chartres, située à 90 km au sud-ouest de Paris, est une ville de 40 000 habitants dominée par sa cathédrale gothique. En 1979, c'est une ville tranquille, où tout le monde se connaît, où les commerçants appellent leurs clients par leur prénom, où les secrets sont difficiles à garder, mais où certains silences peuvent durer des décennies. Henri Lavallée enseigne l'histoire au lycée Marceau depuis 15 ans. À 45 ans, c'est un homme de taille moyenne, toujours vêtu de costumes sombres, légèrement démodés, avec des lunettes à monture épaisse et des cheveux grisonnants soigneusement peignés. Ses collègues le décrivent comme méticuleux, ponctuel et un peu distant. Il n'a jamais manqué un seul jour de classe en 15 ans. Ses élèves le respectent sans vraiment l'apprécier. Il enseigne avec compétence mais sans passion, comme s'il accomplissait un devoir plutôt qu'une vocation. Marguerite, son épouse, présente un contraste frappant. À 43 ans, elle travaille comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale Louis Aragon. Contrairement à son mari, elle est connue pour sa chaleur humaine. Elle connaît les goûts de lecture de chaque habitué, recommande des livres avec enthousiasme, organise des clubs de lecture pour les personnes âgées. Les enfants du quartier l'adorent, car elle leur raconte des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage. Elle porte toujours des robes colorées, des foulards aux motifs fleuris, et son rire résonne souvent dans les couloirs silencieux de la bibliothèque. Le couple habite une maison modeste, rue Saint-Michel, une petite rue pavée dans le vieux quartier, à 10 minutes à pied de la cathédrale. C'est une maison à 2 étages avec des volets bleus, un petit jardin à l'arrière où Marguerite cultive des roses et une clôture en fer forgé que Henri repeint tous les 3 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Marguerite a fait plusieurs fausses couches dans les années 50 et après la 3e, ils ont abandonné l'idée. Ce sujet n'est jamais abordé, même entre eux. Leur vie sociale est limitée mais stable. Tous les dimanches, ils déjeunent chez Élise Fontaine, la nièce de Marguerite, qui vit à 20 minutes en voiture avec son mari et leurs 2 enfants. Une fois par mois, ils dînent avec Gérard Beaumont, leur voisin qui possède une petite officine mécanique rue de la République. Gérard est veuf depuis 5 ans et apprécie ces dîners qui brisent sa solitude. Le reste du temps, Henri et Marguerite mènent une existence routinière et prévisible. Pourtant, ceux qui les connaissent bien remarquent quelque chose d'étrange dans leur relation. Ils sont polis l'un envers l'autre, mais rarement affectueux en public. Ils ne se disputent jamais, mais ils ne rient pas non plus ensemble. C'est comme s'ils partageaient une maison plutôt qu'une vie. Madame Leclerc, la boulangère qui leur vend du pain tous les matins depuis 10 ans, dit qu'elle ne les a jamais vus se tenir la main. Monsieur Archambault, le facteur, note qu'ils reçoivent très peu de courriers personnels, presque uniquement des factures et des documents administratifs. Il y a aussi quelque chose dans le comportement de Henri qui intrigue certains.
Chaque mercredi après-midi, quand il n'a pas cours, il se rend à la gare et prend le train pour Paris. Il dit à Marguerite qu'il va aux archives nationales pour ses recherches personnelles. Il rentre toujours par le train de 19h15. Marguerite ne pose jamais de questions sur ses voyages. Elle ne demande jamais ce qu'il cherche exactement, ce qu'il trouve, pourquoi ses recherches durent depuis des années sans jamais aboutir à une publication. Gérard Beaumont, le voisin, a remarqué autre chose. Henri possède une vieille Peugeot 304 de 1968, mais il ne sait pas vraiment la réparer lui-même. Pourtant, il refuse toujours l'aide de Gérard pour les problèmes mécaniques, préférant se rendre à un garage de l'autre côté de la ville, plutôt que d'accepter l'aide gratuite de son voisin mécanicien. Quand Gérard lui en fait la remarque, Henri sourit poliment et dit qu'il ne veut pas profiter de son amitié. La maison elle-même cache des particularités. Élise, qui y vient régulièrement, note que son oncle garde toujours le bureau du premier étage fermé à clé. Même Marguerite n'y entre jamais. Henri dit que c'est son espace de travail, qu'il a besoin d'ordre pour ses recherches, que Marguerite comprend et respecte ce besoin. La seule fois où Élise a demandé à voir ce bureau, Henri a poliment mais fermement refusé, expliquant que ces documents sont fragiles et qu'il préfère que personne n'y touche. Malgré ces étrangetés, personne ne s'inquiète vraiment. Ce sont juste les particularités d'un couple sans enfants, installé dans une routine confortable après 20 ans de mariage. Henri est considéré comme un homme discret, Marguerite comme une épouse compréhensive. Leur vie semble ennuyeuse mais stable, prévisible mais sûre. Rien ne laisse présager ce qui va se passer en octobre 1979. Le lundi 22 octobre 1979 est une journée d'automne typique à Chartres. Le ciel est gris, une pluie fine tombe depuis le matin, la température avoisine les 12 degrés. Henri Lavallée arrive au lycée Marceau à 7h45 comme tous les jours. Il enseigne 3 cours ce jour-là, seconde à 8h30, première à 10h45 et terminale à 14h30. Plusieurs élèves se souviendront plus tard qu'il semblait normal, peut-être un peu plus distrait qu'à l'ordinaire, mais rien d'alarmant. À 11h30, pendant la pause déjeuner, Henri mange seul à la cantine des professeurs, comme d'habitude. Il ne se joint jamais aux conversations de ses collègues. Il lit le journal en mangeant. Ce jour-là, selon Madame Girard, qui déjeunait à la table voisine, il lisait un article sur la visite du pape Jean-Paul II en Pologne. Pendant ce temps, Marguerite travaille à la bibliothèque. Elle arrive à 9h comme chaque lundi. Madame Petit, sa collègue, se souviendra qu'elle portait une robe bleu marine et un cardigan gris. Elle a catalogué de nouveaux livres pendant la matinée, aidé 3 personnes à trouver des ouvrages et réparé la reliure d'un vieux dictionnaire. À 12h30, elle sort pour acheter un sandwich à la boulangerie Leclerc, comme tous les lundis. Madame Leclerc lui vend une baguette jambon-beurre, et elles échangent quelques mots sur la pluie persistante. Henri termine sa dernière classe à 15h20. Monsieur Deschamps, le professeur de mathématiques, croise Henri dans le couloir à 15h30. Henri porte son cartable en cuir marron et son imperméable beige. Il salue Deschamps d'un signe de tête et sort du lycée. C'est la dernière fois que quelqu'un du lycée le voit. Marguerite quitte la bibliothèque à 17h30 précise, l'heure de fermeture du lundi. Madame Petit ferme avec elle. Elle se sépare devant la bibliothèque. Marguerite marche en direction de la rue Saint-Michel. Il pleut toujours, elle tient un parapluie rouge. Monsieur Valentin, qui travaille à la quincaillerie rue de la Couronne, la voit passer à 17h45. Il la connaît bien et lui fait un signe de la main. Elle lui sourit et continue son chemin. C'est la dernière observation confirmée de Marguerite Lavallée. Le lendemain, mardi 23 octobre, Henri ne se présente pas au lycée. C'est tellement inhabituel que le directeur, M. Ferrand, téléphone chez les Lavallée à 8h45. Personne ne répond. Il essaie 3 fois dans la matinée. Toujours pas de réponse. À midi, inquiet, il envoie le surveillant général, M. Blanc, vérifier à la maison. M. Blanc sonne à la porte de la rue Saint-Michel. Pas de réponse. Il regarde par les fenêtres du rez-de-chaussée. Les volets ne sont pas fermés, ce qui est étrange pour un couple absent.
Il peut voir le salon à travers la fenêtre. Tout semble normal. Il sonne chez Gérard Beaumont, le voisin. Gérard dit qu'il n'a pas vu les Lavallée depuis dimanche soir. Il les a aperçus rentrer vers 20 heures après leur visite habituelle chez leur nièce. Il n'a rien entendu d'inhabituel depuis. Gérard a une clé de leur maison qu'Henri lui a confiée il y a quelques années pour les urgences. Monsieur Blanc demande à Gérard de l'accompagner pour vérifier que tout va bien. Ils entrent dans la maison à 13h15. L'intérieur est déconcertant, tout est en ordre, presque trop en ordre. Dans la cuisine, 2 assiettes, 2 verres et 2 couverts sont posés sur la table, comme si quelqu'un s'apprêtait à dîner. Sur la cuisinière, une casserole contient des restes de soupe aux légumes, maintenant froide et couverte d'une fine pellicule. Le pain est encore dans la corbeille, légèrement durci. Le réfrigérateur contient de la nourriture fraîche. Du lait, des œufs, du fromage, des légumes. Dans le salon, rien ne semble déranger. Les livres sont alignés sur les étagères, les coussins du canapé sont bien disposés, la télévision est éteinte. Dans la chambre du premier étage, le lit est fait. Les vêtements de Marguerite sont dans l'armoire, ses produits de toilette dans la salle de bain. Les vêtements de Henri sont également tous là, y compris son costume du dimanche et son manteau d'hiver. La voiture de Henri est garée dans le petit garage attenant à la maison. Ses clés sont accrochées au porte-clés de l'entrée. Les portefeuilles de Henri et Marguerite sont dans le tiroir de la commode de la chambre, contenant leurs papiers d'identité et un peu d'argent liquide. Monsieur Blanc et Gérard appellent immédiatement la police. L'inspecteur Claude Mercier arrive à 15 heures avec 2 agents. Mercier, 48 ans, travaille à la police de Chartres depuis 23 ans. Il a l'habitude des affaires de personnes disparues, généralement des adolescents fugues ou des personnes âgées désorientées. Mais ce cas est différent. Un couple marié, sans problèmes apparents, disparu de leur domicile, sans prendre leurs papiers, leur argent, leurs vêtements, leur voiture. Mercier examine chaque pièce, méthodiquement. Dans la cuisine, il note que la soupe dans la casserole semble avoir été préparée lundi soir, probablement vers 19 heures selon la température ambiante. Les assiettes sur la table suggèrent qu'ils s'apprêtaient à dîner mais ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a interrompus? Il interroge Gérard Beaumont. Gérard explique qu'il était chez lui toute la soirée du lundi. Il a regardé la télévision jusqu'à 22 heures, puis s'est couché. Il n'a entendu aucun bruit inhabituel venant de la maison des Lavallée. Pas de cris, pas de disputes, pas de voiture démarrant en pleine nuit. Rien. Il explique aussi que les Lavallée sont des voisins discrets, qu'ils ne font jamais de bruit, qu'il ne les entend presque jamais à travers les murs mitoyens. Mercier téléphone à la bibliothèque. Madame Petit confirme que Marguerite a travaillé normalement lundi et est partie à 17h30. Elle ne semblait pas inquiète ou préoccupée. Au lycée, le directeur confirme que Henri a enseigné ses 3 cours sans incident apparent. Le soir même, Mercier contacte Élise Fontaine, la nièce de Marguerite. Élise, 28 ans, enseigne à l'école primaire Jules Ferry. Elle est bouleversée. Elle explique que son oncle et sa tante sont venus déjeuner chez elle dimanche, comme tous les week-ends. Ils sont arrivés à midi et sont repartis vers 19h. Tout semblait normal. Ils ont mangé un rôti de porc, discuté de choses et d'autres, joué avec les enfants d'Élise. Marguerite a aidé à faire la vaisselle. Henri a lu le journal dans le salon. Une journée parfaitement ordinaire. Élise essaie de se souvenir si quelque chose sortait de l'ordinaire. Elle se rappelle qu'à un moment, vers 15 heures, Henri est monté aux toilettes. Il est resté absent presque 20 minutes. Quand son mari a fait une remarque en plaisantant, Henri a dit qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il avait peut-être trop mangé. Il semblait un peu pâle en redescendant, mais il a dit que ça allait mieux. Marguerite ne semblait pas inquiète. Était-ce significatif? Mercier note l'information, mais ne voit pas ce qu'elle peut révéler. Le lendemain, mercredi, l'enquête s'intensifie. Des agents interrogent tous les voisins de la rue Saint-Michel. Personne n'a rien vu d'inhabituel lundi soir. Madame Renaud, qui habite en face, dit qu'elle a vu de la lumière chez les Lavallée jusqu'à environ 21 heures, puis plus rien. Elle supposait qu'ils étaient allés se coucher,
Monsieur Arnaud, qui habite 2 maisons plus loin, promenait son chien vers 20h30. Il n'a croisé personne dans la rue, n'a rien remarqué d'anormal. Mercier obtient un mandat pour examiner les relevés téléphoniques des Lavallée. Le dernier appel reçu date de dimanche après-midi, c'était Élise qui confirmait l'heure du déjeuner. Le dernier appel passé remonte à samedi matin. Marguerite avait téléphoné à la bibliothèque pour vérifier un horaire. Aucune activité téléphonique lundi soir. Les comptes bancaires sont vérifiés. Aucun retrait important récent. Le dernier retrait date de vendredi 19 octobre, 20 francs au distributeur près du lycée. Aucune activité depuis. Mercier décide d'examiner le bureau fermé à clé du premier étage. Avec l'autorisation d'Élise, seule parente proche, il force la serrure mercredi après-midi. Le bureau est exactement comme on pourrait s'y attendre pour un professeur d'histoire. Des étagères remplies de livres sur la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, la résistance. Un bureau en bois avec une machine à écrire, Olivetti, des stylos bien rangés, des cahiers de notes, des cartes de France épinglées au mur avec des annotations manuscrites, des dossiers classés par thème, déportation, camp, liste de victimes. Mercier feuillette les cahiers. Ce sont des notes de recherche, apparemment pour un livre que Henri n'a jamais écrit sur l'occupation en Eure-et-Loire. Des dates, des noms, des événements locaux pendant la guerre, rien ne semble personnel ou suspect, c'est le travail méticuleux d'un historien amateur. Un détail attire toutefois l'attention de Mercier. Dans un tiroir fermé, il trouve une boîte en métal contenant des lettres. Elles sont écrites en allemand, datées de 1943 et 1944. Mercier ne lit pas l'allemand. Il les confisque pour traduction. La traduction arrive vendredi. Les lettres sont adressées à un certain Karl Zimmermann, soldat allemand stationné en France pendant l'occupation. Elles sont écrites par sa mère, restée en Allemagne. Ce sont des lettres banales, parlant de la vie quotidienne, de la famille, du manque de nourriture, de l'espoir que la guerre se termine bientôt. Pourquoi Henri Lavallée possède-t-il ces lettres? Mercier note cette question mais ne peut y répondre. Peut-être les a-t-il trouvées quelque part pour ses recherches historiques. Pendant ce temps, des avis de recherche sont diffusés dans toute la région. Les journaux locaux publient des photos de Henri et Marguerite. La gare de Chartres est interrogée. Personne correspondant à leur description n'a acheté de billets lundi soir ou mardi matin. Les hôpitaux et les morgues de la région sont contactés. Aucun corps non identifié correspondant. Les collègues de Henri et Marguerite sont interrogés plus en détail. Tous disent la même chose. C'était un couple discret, sans problèmes apparents, sans ennemis connus. Personne ne peut imaginer pourquoi ils auraient disparu ou qui pourrait leur vouloir du mal. Une semaine après la disparition, Mercier doit admettre qu'il n'a aucune piste solide. C'est comme si Henri et Marguerite Lavallée s'étaient évaporés de leur cuisine lundi soir, laissant leur dîner inachevé et leur vie en suspens. Les mois qui suivent la disparition transforment lentement Chartres. Au début, tout le monde parle des Lavallée. Les théories circulent dans les boulangeries, les cafés, les salles des professeurs. Certains pensent qu'ils ont été victimes d'un crime. D'autres imaginent une fuite volontaire, peut-être pour échapper à des dettes ou à un secret honteux. Les plus romantiques parlent d'une nouvelle vie ailleurs, un dernier sursaut de liberté avant la vieillesse. Élise Fontaine est dévastée. Marguerite était plus qu'une tante pour elle, c'était presque une seconde mère. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture en 1965, Marguerite l'a aidée à terminer ses études, l'a soutenue financièrement et émotionnellement. Élise se rend à la maison de la rue Saint-Michel tous les week-ends pendant les 6 premiers mois, espérant trouver un indice que la police aurait manqué. Elle fouille les placards, lit et relit les notes de Henri, examine chaque objet personnel. Elle ne trouve rien qui explique leur disparition. La maison reste vide. Légalement, sans corps et sans preuve de décès, Henri et Marguerite sont considérés comme disparus, pas morts. Leurs biens ne peuvent pas être liquidés. Élise obtient une autorisation du tribunal pour entretenir la propriété. Elle paie les factures avec l'argent du compte bancaire des Lavallée, qui contient suffisamment d'économies pour couvrir les dépenses pendant plusieurs années.
Elle aère les pièces une fois par mois, vérifie que tout est en ordre, comme si son oncle et sa tante pouvaient rentrer à tout moment. Gérard Beaumont, le voisin, réagit différemment. Les premiers mois, il aide Élise à s'occuper de la maison. Mais progressivement, il commence à éviter la rue Saint-Michel. Trop de souvenirs, trop de questions sans réponse. Il dit à ses amis qu'il se sent coupable. Il habitait juste à côté. Comment a-t-il pu ne rien entendre, ne rien voir? Il aurait dû remarquer quelque chose. Cette culpabilité le ronge lentement. Au lycée Marceau, Henri est remplacé par un jeune professeur fraîchement diplômé. Ses anciens élèves parlent de lui pendant quelques semaines, puis la vie reprend. À la bibliothèque, Marguerite manque davantage. Son remplaçant est compétent mais distant. Les habitués regrettent sa chaleur, ses recommandations enthousiastes, ses histoires pour les enfants. Madame Petit prend sa retraite en 1982 et ne revient plus jamais à Chartres. Elle dit à ses proches qu'elle ne peut plus supporter de passer devant la bibliothèque sans penser à Marguerite. L'inspecteur Mercier continue d'enquêter pendant plus d'1 an. Il interroge des dizaines de personnes, explore toutes les pistes imaginables, contacte des polices dans toute la France. Rien. En janvier 1981, le dossier est officiellement classé comme affaire non résolue. Mercier le garde sur son bureau encore 6 mois avant de l'archiver définitivement. C'est le seul cas de sa carrière qu'il n'a jamais pu résoudre. Même après sa retraite en 1987, il y pense encore. Les théories évoluent avec le temps. En 1983, un journaliste du journal local écrit un article suggérant que Henri et Marguerite faisaient partie d'un réseau d'espionnage de la guerre froide. L'article se base sur les lettres allemandes trouvées dans le bureau de Henri et sur ses voyages réguliers à Paris. La théorie est sensationnelle, mais manque totalement de preuves. Elle est rapidement oubliée. En 1986, une femme appelle la police de Chartres. Elle affirme avoir vu Marguerite dans un marché à Toulouse. Mercier, déjà retraité mais consulté sur l'affaire, demande à la police de Toulouse de vérifier. Ce n'était pas Marguerite, juste une ressemblance superficielle avec une habitante locale qui vivait à Toulouse depuis 30 ans. Élise se marie en 1984. Elle a maintenant 3 enfants. Elle parle rarement de son oncle et sa tante disparue. C'est trop douloureux. Mais chaque année, le 22 octobre, elle allume une bougie dans son salon. Ses enfants savent qu'il ne faut pas la déranger ce jour-là. C'est son rituel privé de deuil pour des morts qui n'en sont peut-être pas. La maison de la rue Saint-Michel se détériore lentement malgré l'entretien d'Élise. L'humidité s'infiltre dans les murs. La peinture s'écaille. Le jardin, autrefois soigné par Marguerite, devient sauvage. Les roses meurent, faute de soins réguliers. Les voisins évitent de regarder la maison. Elle devient un symbole de tristesse dans la rue, un rappel constant d'une tragédie inexpliquée. En 1993, 14 ans après la disparition, le tribunal déclare officiellement Henri et Marguerite Lavallée décédés. C'est une procédure administrative nécessaire pour régler leur succession. Élise hérite de la maison et de leurs économies restantes. Elle envisage de vendre la propriété, mais ne peut s'y résoudre. Pas encore. Peut-être un jour, elle trouvera la force. Gérard Beaumont meurt en 1995 d'une crise cardiaque. Il a 68 ans. Lors de son enterrement, plusieurs personnes mentionnent combien il était devenu sombre après la disparition de ses voisins. Sa fille dit que son père n'a jamais vraiment surmonté le sentiment d'avoir échoué à protéger Henri et Marguerite. Même s'il n'aurait rien pu faire, les années 2000 arrivent, Chartres change, de nouveaux commerces ouvrent, de nouvelles familles emménagent. La plupart des habitants ne connaissent même pas l'histoire des Lavallée. C'est devenu une légende locale vague, une histoire que les anciens racontent parfois aux nouveaux arrivants curieux. Le couple qui a disparu sans laisser de traces dans les années 70. Personne ne se souvient exactement des détails. C'était il y a si longtemps. Élise a maintenant 54 ans. Ses propres enfants sont adultes. Elle enseigne toujours à l'école primaire Jules Ferry, la même école où elle travaillait en 1979. Elle a vu des centaines d'élèves passer dans sa classe. Elle a vécu des joies, des peines, des changements.
Mais la disparition de son oncle et sa tante reste un vide non comblé dans son cœur, une question sans réponse qui la hante toujours dans ses moments de solitude. En 2005, elle décide finalement de vendre la maison de la rue Saint-Michel. Elle ne peut plus supporter de payer l'entretien d'une propriété qu'elle ne visite presque jamais. C'est trop triste. Elle a besoin de tourner la page, même si elle sait qu'elle ne trouvera jamais vraiment de réponse. Elle contacte une agence immobilière en mars 2005. La maison est mise en vente en avril. Le marché immobilier est difficile. La maison est vieille, a besoin de rénovations importantes et son histoire macabre ne facilite pas la vente. Plusieurs acheteurs potentiels visitent, mais se désistent. Certains trouvent la maison trop délabrée. D'autres sont mal à l'aise quand ils apprennent son passé. Élise baisse le prix 2 fois. En novembre 2005, elle commence à perdre espoir. C'est en décembre 2005 qu'Antoine Garnier visite la maison. Antoine, 32 ans, travaille comme ingénieur informatique à Paris, mais cherche à s'installer à Chartres pour se rapprocher de ses parents vieillissants. Il a grandi à Chartres, mais est parti pour ses études et n'est revenu que pour de courtes visites depuis 15 ans. Il ne connaît pas l'histoire des Lavallées. Quand l'agent immobilier lui montre la maison de la rue Saint-Michel, Antoine voit son potentiel. Oui, elle a besoin de travaux, mais la structure est solide, l'emplacement est excellent et le prix est devenu très attractif. Il fait une offre immédiatement. Élise accepte avec soulagement et tristesse mélangées. La vente est finalisée en janvier 2006. Antoine emménage en février 2006 et commence immédiatement les rénovations. Il engage une entreprise locale pour refaire l'électricité et la plomberie. Il repeint lui-même les murs pendant les week-ends. Il arrache les vieux tapis, ponce les parquets, remplace les fenêtres. La maison reprend vie progressivement. En avril 2006, Antoine décide de s'attaquer à la cave. Il ne l'a visitée qu'une fois lors de l'achat, une descente rapide pour vérifier l'absence de problèmes structurels majeurs. C'est une cave typique de maison ancienne, petite, humide, avec des murs en pierre et un sol en terre battue. Elle sert surtout de débarras depuis des décennies. Le samedi 22 avril, Antoine descend avec une lampe torche et des sacs poubelles. Il compte tout vider et transformer la cave en espace de rangement utilisable. Il y a des cartons moisis, de vieux meubles cassés, des outils rouillés, des bocaux vides. Il jette presque tout. Dans le coin, le plus sombre de la cave, derrière une vieille armoire qu'Antoine déplace avec difficulté, il remarque quelque chose d'étrange. Une des pierres du mur semble décellée. En s'approchant, il voit qu'il y a un petit espace creux derrière. Il retire la pierre complètement. Dans la cavité, enveloppée dans un sac plastique jauni par le temps, se trouve une enveloppe Kraft. Antoine la sort délicatement. Le plastique se désintègre presque au toucher, tellement il est vieux. L'enveloppe est scellée avec du ruban adhésif qui a perdu son pouvoir collant. Antoine monte dans la cuisine et ouvre l'enveloppe sur la table. Elle contient 23 photographies en noir et blanc, format 10 cm sur 15, et une feuille de papier pliée. Antoine examine d'abord les photos. Elles montrent un couple d'âge mûr. L'homme porte des lunettes à monture épaisse, un costume sombre. La femme a les cheveux courts, porte des robes simples. Ils sont photographiés dans différents endroits de Chartres. Devant la cathédrale, sur un banc près de la rivière Eure, dans ce qui ressemble à un petit café, devant une gare, dans un parc. Ce qui trouble Antoine, c'est l'atmosphère des photos. Le couple ne sourit jamais. Il regarde l'appareil photo avec des expressions neutres, presque résignées. Ce ne sont pas des photos de vacances ou de moments heureux. Elles ont quelque chose de formel, presque documentaire. Antoine retourne les photos. Au dos de chacune, une date est écrite à l'encre bleue, d'une écriture soignée mais anonyme. Les dates vont du 24 octobre au 14 novembre 1979. Antoine fronce les sourcils. 1979. Il y a quelque chose de familier dans cette date, mais il ne se souvient pas quoi. Il déplie la feuille de papier. C'est une note tapée à la machine, sans signature. Le texte dit simplement « Ils sont en vie. Ils vont bien. Ne cherchez plus. » Antoine se sent mal à l'aise. Qui sont ces gens? Pourquoi ces photos étaient-elles cachées dans sa cave?
Que signifie cette note? Il décide de faire des recherches. Le lundi suivant, pendant sa pause déjeuner au bureau, Antoine cherche sur Internet des informations sur sa maison. Il tape l'adresse dans Google. Les premiers résultats sont des annonces immobilières récentes. Puis il trouve un vieil article du journal local, L'Écho républicain daté de novembre 1979. Le mystère du couple disparu de la rue Saint-Michel. Antoine lit l'article avec une sensation croissante de malaise. Henri et Marguerite Lavallée, disparus le 22 octobre 1979 de leur domicile. Aucune trace. Enquête en cours. Il cherche d'autres articles. Il en trouve plusieurs couvrant l'enquête pendant les mois suivants. Puis plus rien. L'affaire est devenue un mystère non résolu, archivé et oublié. Antoine regarde à nouveau les dates sur les photos. 24 octobre, 2 jours après la disparition officielle, et les photos continuent jusqu'au 14 novembre, presque un mois après que tout le monde les croyait disparus. Ces photos prouvent que Henri et Marguerite Lavallée étaient vivants après leur disparition. Quelqu'un les a photographiés, quelqu'un a caché ces photos dans la cave, quelqu'un qui vivait probablement dans cette maison où il y avait accès. Antoine ne sait pas quoi faire. Doit-il contacter la police? Mais l'affaire date de 27 ans. Les personnes impliquées sont peut-être mortes. Et pourtant, ces photos pourraient apporter des réponses à une famille qui attend depuis des décennies. Le mardi, Antoine contacte la police de Chartres. Il explique sa découverte à un jeune agent qui ne connaît pas l'affaire Lavallée. L'agent prend note et dit qu'il va vérifier. 2 jours plus tard, Antoine reçoit un appel. C'est l'inspecteur Mathieu Renard, de la brigade criminelle. Renard a 45 ans et travaille à Chartres depuis 15 ans. Il a entendu parler de l'affaire Lavallée par les anciens, mais c'était avant son temps. Quand l'agent lui a mentionné les photos, Renard a sorti le vieux dossier des archives. Il veut voir les photos immédiatement. Renard vient chez Antoine le jeudi 27 avril. Antoine lui montre les photographies et la note. Renard les examine longuement, sans parler. Son visage reste neutre, mais Antoine voit qu'il est profondément troublé. « Où exactement avez-vous trouvé ça ?» demande Renard. Antoine l'emmène à la cave et lui montre la pierre descellée, la cavité dans le mur. Renard prend des photos de l'emplacement avec son appareil. Il demande à Antoine s'il a trouvé autre chose. Non, juste l'enveloppe. « Je dois emporter ces photos comme preuve, » dit Renard. « Elles pourraient rouvrir une enquête que tout le monde croyait morte. » Antoine accepte. Renard met les photos et la note dans un sachet de preuves. Avant de partir, il pose une dernière question. « Les anciens propriétaires, vous savez qui ils étaient? Une femme nommée Élise Fontaine m'a vendu la maison, » répond Antoine. « Mais je crois qu'elle l'avait héritée. Je ne connais pas l'historique complet. » Renard note le nom. Élise Fontaine. Elle était la nièce de Marguerite Lavallée. Le lendemain, Renard contacte Claude Mercier, l'inspecteur retraité qui avait mené l'enquête originale. Mercier, maintenant âgé de 75 ans, vit dans un petit appartement près de la cathédrale. Quand Renard l'appelle pour lui parler des photos, il y a un long silence au téléphone. « Des photos d'eux après la disparition ?» dit finalement Mercier. Sa voix tremble légèrement. « C'est impossible. On a vérifié partout. On a interrogé tout le monde. Comment est-ce possible ?» Renard lui montre les photos le lendemain. Mercier les étudie avec une concentration intense. Il reconnaît immédiatement Henri et Marguerite. Il reconnaît aussi plusieurs des endroits photographiés. La cathédrale, évidemment, le parc des bords de l'Eure, et un autre lieu qui attire son attention. « Cette photo ?» dit-il en désignant une image montrant le couple devant un bâtiment. « C'est la gare. Mais regardez le panneau derrière eux. On peut lire « Quai 3 ». En 1979, le quai 3 était utilisé pour les trains vers Le Mans. Renard note cette information. Ils essayaient peut-être de fuir quelque part, ou quelqu'un voulait documenter leur mouvement, répond Mercier. Ces photos ne ressemblent pas à des photos personnelles, elles ressemblent à de la surveillance. Cette observation change tout. Si quelqu'un surveillait Henri et Marguerite après leur disparition, cela suggère une planification. Ce n'était pas un acte impulsif, pas un crime passionnel. C'était quelque chose de calculé. Renard commence par interroger Élise Fontaine.
Elle a maintenant 55 ans, toujours professeure à l'école primaire Jules Ferry. Quand Renard l'appelle, elle est d'abord confuse, puis choquée. Des photos de mon oncle et ma tante, prises après leur disparition. Ils se rencontrent dans un café près de l'école. Renard lui montre les photographies. Élise les prend avec des mains tremblantes. Des larmes coulent sur ses joues. « C'est bien eux », murmure-t-elle. « Mon Dieu, c'est vraiment eux. Où ont-elles été trouvées ?» Renard explique. « Dans la cave de leur ancienne maison, cachée derrière une pierre du mur. Vous étiez la seule héritière de la maison, dit Renard doucement. Vous y alliez régulièrement avant de la vendre. Vous n'avez jamais exploré complètement la cave. » Élise secoue la tête. « J'y suis descendue quelquefois, mais c'était si sombre, si humide. Il n'y avait que de vieilles affaires. Je n'ai jamais déplacé les meubles. Je n'ai jamais cherché. Je ne savais pas quoi chercher. Ces photos ont été cachées par quelqu'un qui avait accès à la maison, continue Renard. Quelqu'un qui connaissait cette cachette. Qui d'autre avait les clés? » Élise réfléchit. « Moi, bien sûr, et Gérard Beaumont, le voisin. Mon oncle lui avait donné une clé il y a des années. Mais Gérard est mort en 1995. Quelqu'un d'autre? Pas que je sache. Mon oncle était très prudent avec les clés. » Renard prend des notes. « Parlez-moi de Gérard Beaumont. » Élise décrit Gérard comme elle se le rappelle. Un homme gentil, un peu solitaire après la mort de sa femme. Il était proche de Henri et Marguerite, ils dînaient ensemble une fois par mois. Après la disparition, il était dévasté, culpabilisé de ne rien avoir entendu cette nuit-là. Il est devenu très sombre dans ces dernières années, dit Élise. Ma mère disait qu'il buvait trop, qu'il était hanté par leur disparition, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Cette dernière phrase fait dresser les oreilles de Renard. Votre mère a vraiment dit ça? Qu'il savait quelque chose? C'est ce qu'elle pensait. Mais elle disait aussi qu'elle était peut-être injuste. Gérard était juste un homme triste qui avait perdu ses amis. Renard décide d'enquêter sur Gérard Beaumont. Il était mécanicien, célibataire après le décès de sa femme, pas d'enfant, mort d'une crise cardiaque en 1995 à 68 ans. Il découvre que Gérard possédait un appareil photo, un vieux Kodak qu'il utilisait pour documenter les réparations de voitures pour ses clients. L'appareil a été vendu avec le reste de ses affaires après sa mort. Renard contacte la fille de Gérard, Sylvie Beaumont, qui vit maintenant à Tours. Elle a 52 ans, travaille comme infirmière. Elle se souvient vaguement de l'affaire Lavallée. Elle avait 28 ans à l'époque et ne vivait déjà plus à Chartres. « Mon père était obsédé par cette disparition », dit-elle à Renard au téléphone. Il en parlait tout le temps. Il se sentait terriblement coupable. Il disait qu'il aurait dû faire quelque chose, qu'il aurait dû les protéger. Il vous a dit quelque chose de spécifique? Quelque chose qu'il savait mais n'avait pas dit à la police? Il y a un silence. Il y a eu quelque chose d'étrange, quelques mois avant sa mort. J'étais venu lui rendre visite. C'était en juin 1995. Il avait beaucoup bu. Il m'a dit qu'il avait fait une terrible erreur il y a longtemps, qu'il avait aidé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû aider. Je lui ai demandé de quoi il parlait, mais il a refusé d'en dire plus. Il a juste pleuré. Renard sent son cœur s'accélérer. Il a dit « aider quelqu'un » ? Qui ? Il ne l'a jamais dit. Le lendemain, il faisait comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. 2 mois plus tard, il était mort. Après avoir raccroché, Renard partage cette information avec Mercier. Ils examinent à nouveau le dossier original. Gérard avait été interrogé plusieurs fois, en 1979. Ses déclarations étaient cohérentes. Il n'avait rien vu ni entendu le soir de la disparition. Mais s'il mentait, dit Mercier, s'il les a aidés à fuir? Pourquoi? Demande Renard. Quel motif? Mercier feuillette le dossier. On n'a jamais vraiment compris Henri Lavallée. Il était obsédé par la Seconde Guerre mondiale, par l'occupation, ces lettres allemandes qu'on a trouvées dans son bureau, ses voyages réguliers à Paris. On a pensé que c'était juste un hobby, des recherches historiques, mais peut-être que c'était plus que ça. Renard décide de creuser le passé de Henri Lavallée.
Il demande les archives de l'état civil, les documents administratifs, et c'est là qu'il découvre quelque chose de troublant. Henri Lavallée est né en 1934 à Reims, selon son certificat de naissance. Mais quand Renard demande une copie du certificat original aux archives de Reims, il découvre quelque chose d'étrange. Le certificat existe, mais il y a une annotation datée de 1947, rectification administrative suite à erreur de transcription. Qu'est-ce que cela signifie? Renard contacte un expert en documents administratifs de l'époque. L'expert explique que ces rectifications étaient parfois utilisées après la guerre pour régulariser les papiers de personnes dont les documents avaient été perdus ou détruits pendant l'occupation. Beaucoup de gens ont dû reconstruire leur identité après la guerre, explique l'expert. Les archives étaient chaotiques. Certains ont profité de cette confusion pour changer légèrement leur identité, surtout s'ils avaient des raisons de vouloir effacer leur passé. Henri Lavallée aurait-il changé son identité après la guerre? Et si oui, qui était-il vraiment? Renard passe les 2 semaines suivantes à fouiller dans les archives de la Seconde Guerre mondiale. Il contacte le Centre de documentation juive contemporaine, les archives départementales, les associations d'anciens résistants. Il cherche tout ce qu'il peut trouver sur Henri Lavallée et sur la région de Chartres pendant l'occupation. C'est dans les archives départementales d'Eure-et-Loir qu'il trouve le premier indice réel. Un document daté de septembre 1944, juste après la libération. C'est un rapport de gendarmerie concernant l'arrestation d'un certain Karl Zimmermann, soldat allemand capturé alors qu'il tentait de fuir vers l'Allemagne en civil. Le rapport mentionne qu'il portait de faux papiers français au nom de Henri Lavallée. Lavallée, presque le même nom que Lavallée. Renard sent son pouce accélérer. Il cherche d'autres documents sur ce Karl Zimmermann. Il découvre qu'il était stationné à Chartres de 1942 à 1944, travaillant comme traducteur pour l'administration allemande. Les rapports le décrivent comme un soldat ordinaire, pas un membre de la SS, pas impliqué dans des atrocités connues. Juste un jeune homme de 20 ans qui faisait son service militaire du mauvais côté de l'histoire. Mais voici ce qui est étrange. Karl Zimmermann n'a jamais été jugé. Le rapport d'arrestation de septembre 1944 est suivi d'une note datée d'octobre 1944, libéré sur ordre du commandement militaire français. Motif: service rendu à la résistance. Service rendu à la résistance? Un soldat allemand? Renard creuse plus profond. Il trouve finalement un témoignage, archivé dans les dossiers de la résistance locale. Un résistant nommé Jean Mercier, aucun lien avec l'inspecteur Claude Mercier, avait écrit une lettre en octobre 1944 demandant la libération de Karl Zimmermann. La lettre expliquait que Zimmermann avait secrètement aidé la résistance en transmettant des informations sur les mouvements de troupes allemandes, qu'il avait prévenu des villageois avant des rafles, qu'il avait sauvé au moins 3 familles juives en falsifiant des documents. Cet homme a risqué sa vie pour nous aider, écrivait Jean Mercier. Il mérite notre protection, pas notre vengeance. La lettre avait été acceptée. Karl Zimmermann avait été libéré en octobre 1944. Puis plus aucune trace de lui dans les archives officielles. Renard montre ses découvertes à Claude Mercier. Le vieil inspecteur lit les documents avec une expression de stupeur croissante. Henri Lavallée était Karl Zimmermann, dit Mercier lentement. Un soldat allemand qui a aidé la résistance et a changé d'identité après la guerre pour échapper aux représailles. Ce qui explique son obsession pour la période de l'occupation, ajoute Renard. Il ne faisait pas des recherches historiques. Il documentait sa propre vie, essayant peut-être de comprendre ce qui lui était arrivé. Et ces lettres de sa mère qu'on a trouvées dans son bureau, continue Mercier. Ce n'étaient pas des documents historiques, c'était sa correspondance personnelle. Tout commence à prendre sens. Mais une question cruciale demeure. Pourquoi Henri et Marguerite ont-ils disparu en 1979? Qui les menaçait? Et qu'est devenu Karl Zimmermann après octobre 1944? Renard cherche des informations sur Jean Mercier,
le résistant qui avait demandé la libération de Zimmermann. Il découvre que Jean Mercier est décédé en 1988, mais qu'il avait un fils, Olivier Mercier, qui vit toujours à Chartres. Olivier a 72 ans, retraité de l'enseignement. Renard rend visite à Olivier dans sa maison près du parc André-Gagnon. Olivier est un homme mince, aux cheveux blancs, avec des yeux perçants qui rappellent ceux de son père. Quand Renard mentionne Karl Zimmermann, Olivier hoche lentement la tête. « Mon père m'a parlé de lui avant de mourir, » dit Olivier. « C'était un secret qu'il a gardé pendant 40 ans. Karl Zimmermann a sauvé la vie de mon père en mars 1944. Mon père était résistant, il avait été capturé par la Gestapo. Zimmermann travaillait comme traducteur au quartier général allemand. Il a falsifié un document ordonnant le transfert de mon père vers un autre camp, mais en réalité, il l'a aidé à s'échapper. Pourquoi Zimmermann a-t-il fait ça ? » Olivier sourit tristement. « Mon père disait que Zimmermann était un idéaliste qui s'était retrouvé du mauvais côté. Il détestait les nazis, détestait ce que l'Allemagne était devenue. Il a aidé la résistance parce qu'il pensait que c'était juste. Après la libération, mon père l'a protégé. Il lui a trouvé de faux papiers, une nouvelle identité. Henri Lavallée, d'abord. Puis Henri Lavallée en 1947, quand les documents ont été officiellement rectifiés. Et Marguerite, elle savait ? Oh oui, dit Olivier. Marguerite était infirmière pendant la guerre. C'est elle qui a soigné Zimmermann quand il a été blessé en aidant mon père à s'échapper. Ils sont tombés amoureux. Elle savait exactement qui il était. Ils se sont mariés en 1947, après que son identité ait été complètement régularisée. Renard est fasciné. Ils ont vécu ensemble pendant plus de 30 ans avec ce secret ? Oui, mon père disait qu'ils étaient hantés par le passé, mais qu'ils s'aimaient profondément. Marguerite avait accepté de partager cette vie secrète. Mais alors, pourquoi ont-ils disparu en 1979 ? Olivier soupire. Mon père est mort avant de me le dire. Mais quelques mois avant sa mort, il m'a dit quelque chose d'étrange. Il a dit que le passé avait fini par rattraper Zimmermann, qu'il avait dû disparaître pour protéger quelqu'un. Mon père semblait très triste quand il a dit ça. Protéger quelqu'un ? Qui ? Renard retourne voir Élise Fontaine. Cette fois, il lui pose des questions différentes. Lui a-t-on jamais dit quelque chose d'étrange sur ses origines, sur sa famille ? Élise semble confuse. Mes parents sont morts en 1965 dans un accident de voiture. Ma mère était la sœur de Marguerite. Pourquoi ? Vous avez des photos de vos parents ? Des documents ? Élise fouille dans ses albums de famille. Elle montre à Renard des photos de ses parents. Renard examine attentivement le visage de la mère d'Élise, la sœur de Marguerite. Puis il sort une des photos découvertes dans la cave. Il la pose à côté des photos de famille. « Regardez, dit-il doucement. » Élise regarde, puis son visage pâlit. Marguerite dans la photo de la cave et la femme dans les albums de famille ne se ressemblent pas du tout. Elles n'ont pas la même forme de visage, pas la même bouche, pas les mêmes yeux. « Ce n'est pas possible, » murmure Élise. « Ma mère et Marguerite étaient sœurs. Elles... Avez-vous déjà vu un certificat de naissance de votre mère, des documents prouvant leur lien de parenté ?» Élise cherche. Elle a des documents de ses parents, mais rien qui prouve le lien familial avec Marguerite. Tout ce qu'elle a toujours su, c'est ce qu'on lui a dit. Marguerite était sa tante. Renard a une théorie maintenant, mais il a besoin de la confirmer. Il retourne aux archives et cherche des informations sur la famille de Marguerite. Il découvre que Marguerite avait effectivement une sœur, prénommée Jeanne, née en 1938. Mais Jeanne est morte en 1943, à l'âge de 5 ans, pendant l'occupation. Alors, qui était la femme qu'Élise appelait sa mère ? La réponse arrive quand Renard trouve un document dans les archives de la Croix-Rouge. Une demande de recherche datée de 1946, déposée par Marguerite Duchamp, son nom de jeune fille. Elle cherchait une petite fille juive nommée Rachel Goldstein, née en 1939, qui avait été cachée par sa famille pendant la guerre et dont les parents avaient été déportés à Auschwitz. Renard sent un frisson le parcourir.
Il cherche plus d'informations sur Rachel Goldstein. Il découvre que ses parents, David et Sarah Goldstein, ont été arrêtés en juillet 1943 et déportés. Ils n'ont jamais survécu. Leur fille Rachel avait été cachée par une famille française. Après la guerre, personne ne savait où elle était. Puis Renard trouve un acte d'adoption daté de 1948. Marguerite Lavallée, née Duchamp, et son mari Henri Lavallée, adoptent une enfant de 9 ans prénommée Jeanne. Ce n'est pas un hasard. Jeanne était Rachel Goldstein. Marguerite et Henri l'avaient retrouvée après la guerre et adoptée, lui donnant le prénom de la sœur décédée de Marguerite pour créer une histoire familiale plausible. Élise n'était pas la nièce de Marguerite. Elle était sa fille adoptive, la fille de Rachel Goldstein, née en 1963, ce qui faisait d'Élise la petite-fille de David et Sarah Goldstein. Mais pourquoi garder ce secret? Pourquoi ne pas dire à Élise la vérité? La réponse vient quand Renard découvre un dernier document. En septembre 1979, un mois avant la disparition des Lavallée, un homme nommé Klaus Berger était arrivé en France depuis l'Allemagne. Klaus Berger était un ancien membre de la Gestapo, recherché pour crimes de guerre. Il avait vécu caché en Amérique du Sud pendant des décennies, mais était revenu en Europe à la fin des années 70. Et Klaus Berger était l'officier qui avait ordonné l'arrestation de David et Sarah Goldstein en 1943. Des témoignages retrouvés dans les archives de chasseurs de nazis montrent que Berger cherchait activement des informations sur les Goldstein en 1979. Apparemment, les Goldstein avaient caché quelque chose de grande valeur avant leur arrestation. Des bijoux, de l'argent, des documents, et Berger voulait les trouver. Il pensait qu'un membre de la famille survivant pourrait savoir où était la cachette. Berger avait appris que les Goldstein avaient eu une fille, il cherchait Rachel Goldstein. Henri Lavallée, ancien soldat allemand, avec des contacts dans le milieu des anciens combattants, avait entendu que Berger était en France et cherchait Rachel. Il avait compris que Berger finirait par découvrir que Rachel Goldstein était devenue Jeanne, la fille adoptive des Lavallée, et donc qu'Élise était la petite-fille des Goldstein. Henri et Marguerite ont alors pris une décision désespérée. Pour protéger Élise et ses enfants, ils devaient disparaître et attirer l'attention sur eux plutôt que sur leur famille. Si tout le monde cherchait les Lavallée, personne ne ferait le lien avec Élise. C'est là que Gérard Beaumont entre en jeu. Henri, son ami de longue date, lui avait révélé la vérité et demandé son aide. Gérard, mécanicien habile, avait préparé leur fuite. Le soir du 22 octobre, après que Henri et Marguerite aient préparé leur dîner pour faire croire à une disparition soudaine, Gérard était venu les chercher discrètement par l'arrière de la maison. Il les avait conduits dans une petite maison qu'il possédait à la campagne, à 40 kilomètres de Chartres, qu'il utilisait comme atelier secondaire. Pendant les semaines suivantes, alors que la police cherchait Henri et Marguerite partout, Gérard les cachait. Il les photographiait dans différents endroits de Chartres pour prouver qu'ils étaient en vie, au cas où quelqu'un devrait savoir un jour qu'ils n'avaient pas été assassinés. Il cachait les photos dans la cave de leur ancienne maison, pensant qu'Élise les trouverait peut-être un jour quand elle hériterait de la propriété. La note « Ils sont en vie, ils vont bien, ne cherchez plus » était destinée à Élise si elle découvrait les photos. Un message la rassurant que ses parents adoptifs allaient bien, même si elle ne pouvait pas les voir. Début novembre 1979, quand Gérard était certain que l'attention s'était suffisamment déplacée, il avait aidé Henri et Marguerite à quitter la France. Ils étaient partis vivre en Belgique, près de Liège, sous de nouvelles identités que Henri avait préparées grâce à son expérience de la clandestinité. Gérard avait gardé ce secret jusqu'à sa mort. La culpabilité qu'Élise et d'autres avaient remarquée n'était pas d'avoir échoué à protéger ses amis, mais d'avoir menti à tout le monde, y compris à la police, pendant 16 ans. Renard partage toutes ses découvertes avec Élise un mardi après-midi dans son bureau. Il lui montre les documents, les photos, les preuves qui reconstituent toute l'histoire. Élise écoute en silence, les larmes coulant sur ses joues. « Ma grand-mère était juive », murmure-t-elle finalement.
Mes arrière-grands-parents sont morts dans les camps. Et ma mère, Rachel, elle m'a été enlevée sans que je sache jamais la vérité. Votre mère vous a protégé, dit Renard doucement. Ils vous ont tous protégé. Marguerite et Henri ont sacrifié leur vie, leur identité, pour que vous et vos enfants soyez en sécurité. Sont-ils encore en vie? Demande Élise, sa voix pleine d'espoir et de crainte. Renard a déjà vérifié. Il a contacté les autorités belges avec les informations qu'il a trouvées. Henri Lavallée, né Karl Zimmermann, est décédé en Belgique en 1992 à l'âge de 58 ans d'un cancer. Marguerite est décédée en 1999, à 63 ans, d'une maladie cardiaque. Ils ont vécu 20 ans en Belgique sous leurs nouvelles identités. D'après les voisins que Renard a contactés, c'était un couple discret, mais heureux. Ils allaient se promener le long de la Meuse tous les dimanches. Marguerite travaillait comme bénévole dans une bibliothèque locale. Henri donnait des cours d'histoire aux adultes, dans un centre communautaire. Ils n'ont jamais eu d'autre contact avec Élise. C'était trop dangereux. Klaus Berger a continué à chercher des informations sur les Goldstein jusqu'à sa mort en 1984. Ce n'est qu'après sa mort que Henri et Marguerite auraient pu revenir. Mais à ce moment-là, trop de temps avait passé. Élise les croyait morts. Rentrer aurait créé trop de questions, trop de complications. Ils ont pensé à vous jusqu'à la fin, dit Renard. Il montre à Élise un dernier document, une lettre trouvée parmi les affaires de Marguerite en Belgique, jamais envoyée, datée de 1998. « Ma chère Élise, lit la lettre, je sais que tu ne liras jamais ces mots. Je sais que tu nous crois disparus, peut-être morts depuis presque 20 ans. Mais je voulais t'écrire, même si cette lettre ne quittera jamais mon tiroir. Je voulais que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ces mots existent dans le monde. Ton oncle Henri et moi t'avons aimé comme notre propre fille. Ta mère Rachel t'aimait plus que tout au monde. Elle nous a fait promettre de te protéger, de faire en sorte que tu aies une vie normale, loin des horreurs du passé. Nous avons tenu cette promesse. Notre disparition était le dernier cadeau que nous pouvions te faire. Ta sécurité, ton bonheur, ta famille. J'espère que tu as eu une belle vie, Élise. J'espère que tu as trouvé l'amour, la paix, la joie. C'est tout ce que nous avons jamais voulu pour toi. Avec tout mon amour, Marguerite. Élise pleure maintenant sans retenue. Renard lui donne le temps de se ressaisir. Puis il lui tend la lettre originale. « Elle est à vous maintenant, dit-il. » Les semaines suivantes, Renard complète son enquête. Il rédige un rapport détaillé qui ferme officiellement l'affaire Lavallée. Le rapport conclut que Henri et Marguerite Lavallée ont disparu volontairement en octobre 1979 pour protéger leur famille d'une menace crédible qu'ils ont vécue en Belgique jusqu'à leur décès dans les années 90 et qu'aucun crime n'a été commis à Chartres en 1979. L'affaire fait la une des journaux locaux pendant quelques jours. Le mystère du couple disparu résolu après 27 ans, titre l'Écho républicain. Les articles racontent l'histoire d'un ancien soldat allemand devenu héros de la résistance, d'un couple qui a sauvé une enfant juive et d'un sacrifice ultime pour protéger une nouvelle génération. Claude Mercier, maintenant âgé de 75 ans, lit les articles avec des émotions mélangées. Il était si proche de la vérité en 1979. Les lettres allemandes, les recherches obsessives de Henri, tout était là. Mais il n'avait jamais fait les bonnes connexions. Vous ne pouviez pas savoir, lui dit Renard quand ils se rencontrent une dernière fois. Ils avaient construit leurs identités trop bien, et vous n'aviez aucune raison de chercher dans cette direction. J'aurais dû voir les signes, insiste Mercier. Un homme qui cache ses recherches, qui voyage secrètement à Paris, qui garde un bureau fermé à clé. J'aurais dû comprendre qu'il protégeait un secret. Parfois, les secrets les mieux gardés sont ceux que personne ne pense à chercher, répond Renard. Élise prend du temps pour absorber tout ce qu'elle a appris. Elle partage l'histoire avec ses 3 enfants, maintenant adultes. Ils sont choqués d'apprendre qu'ils ont du sang juif, que leurs ancêtres sont morts dans l'Holocauste, que leur arrière-grand-mère adoptive a sacrifié sa vie pour les protéger. En août 2006,
Élise voyage en Belgique. Elle trouve la tombe de Henri et Marguerite dans un petit cimetière près de Liège. Sur la pierre tombale, gravée sous leur nom belge, elle lit « Ils ont vécu avec courage et sont morts en paix ». Élise dépose des roses sur leur tombe, des roses blanches, comme celles que Marguerite cultivait dans leur jardin de la rue Saint-Michel il y a si longtemps. « Merci », murmure-t-elle. « Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir donné une vie. » Elle reste là, longtemps, pleurant et se souvenant des dimanches chez eux, des repas partagés, des rires et des silences. Maintenant, elle comprend ces silences. C'était le poids du passé, le fardeau des secrets, l'amour qui exige parfois l'éloignement. Antoine Garnier, l'homme qui a découvert les photos, suit l'affaire dans les journaux avec fascination. Il est étonné que sa simple découverte dans une cave ait pu résoudre un mystère vieux de 27 ans et révéler une histoire si profonde d'amour, de sacrifice et de rédemption. Il termine la rénovation de sa maison en septembre 2006. Il décide de garder la pierre décelée dans la cave visible, non remise en place. À côté, il accroche une petite plaque expliquant ce qui a été trouvé là et pourquoi c'est important. C'est sa manière de rendre hommage à Henri et Marguerite Lavallée et à tous ceux qui ont porté des secrets pour protéger les autres. La dernière pièce du puzzle arrive en novembre 2006. Élise reçoit un colis de Belgique. C'est envoyé par l'avocat qui s'était occupé de la succession de Marguerite en 1999. Il a lu les articles sur l'affaire Lavallée et a compris qui était vraiment Élise. Le colis contient un album photo. Les photos montrent Henri et Marguerite en Belgique, à la plage, dans leur petit appartement, au marché, à Noël, des photos d'une vie simple mais heureuse. Et à l'intérieur de l'album, une dernière lettre de Marguerite, écrite quelques jours avant sa mort. « Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que la vérité a finalement été découverte. Je suis contente. Les secrets sont un fardeau trop lourd à porter pour toujours. Je veux que tu saches que chaque jour de notre exil, nous avons pensé à toi. Nous avons imaginé ta vie, tes joies, tes peines. Nous avons célébré tes succès de loin et pleuré tes difficultés en silence. Tu étais toujours dans nos cœurs. Ta mère Rachel était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle a survécu à l'Holocauste enfant. Elle t'a donné la vie et t'a aimé avec une intensité que seuls ceux qui ont frôlé la mort peuvent comprendre. Ton oncle Henri, qui était vraiment Karl, était un homme bon piégé dans de mauvaises circonstances. Il a passé sa vie à expier, à aider, à protéger. Ensemble, nous avons essayé de faire le bien avec ce qui nous restait de vie. J'espère que nous avons réussi. J'espère que tu as été heureuse. C'est tout ce que nous voulions. Vis bien, Élise. Aime bien. Et n'oublie jamais d'où tu viens, même si le chemin a été compliqué. Avec tout mon amour éternel, Marguerite. » Élise lit et relit cette lettre. Puis elle la range soigneusement dans l'album photo. Un jour, elle la montrera à ses petits-enfants. Elle leur racontera l'histoire de Karl et Marguerite, de Rachel et des Goldstein, de sacrifice et d'amour. Elle leur dira que parfois, les familles ne sont pas liées par le sang, mais par des choix plus profonds que la génétique. Et elle leur montrera les 23 photographies trouvées dans une cave à Chartres. Preuve qu'un couple a vécu après sa disparition, qu'un secret a été gardé pendant 27 ans et que l'amour peut transcender les identités, les nationalités et même la mort elle-même. Ce cas nous montre que derrière chaque disparition inexpliquée peut se cacher une histoire profondément humaine de sacrifice et de protection. Henri et Marguerite Lavallée ont choisi de disparaître, de renoncer à leur vie pour sauver leur famille. Leur courage rappelle que l'amour véritable demande parfois les sacrifices les plus difficiles. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu remarquer les indices tout au long de cette histoire? La nature des recherches de Henri, son bureau fermé, les lettres allemandes, tout était là, caché en pleine vue. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie qui a pris 27 ans à résoudre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les véritables mystères résolus.
Parfois, la vérité est plus extraordinaire que la fiction.